Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette conversation intitulée « Bâtir son identité avec le Dr Kalula Kalambay », organisée dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs à Gatineau. Comme vous le savez, le mois de l'histoire des Noirs est une belle occasion d'honorer les contributions de personnes d'ascendance africaine dans tous les secteurs d'activité de notre société. C'est également un moment pour réfléchir collectivement à l'état de notre société et voir comment progresser. En ayant des conversations comme celles que nous aurons aujourd'hui, nous apprenons à connaître les acteurs de notre communauté et de discuter de sujets qui nous touchent dans la quête de réponses, de pistes de solutions, de voir les choses sous une perspective différente ou encore juste un réconfort en sachant qu'on n'est pas seul. La conversation avec Dr Kalula Kalambay abordera la question d'appropriation de sa propre identité pour favoriser l'ouverture à l'autre et pour une meilleure intégration sociale. Dr Kalambay, mon cher Kalula, merci d'avoir accepté cette invitation, mais surtout, merci pour votre contribution durant toutes ces dernières années. Mais avant tout, j'ai le plaisir de vous présenter notre animatrice, Ursula Dika, qui s'est jointe au conseil d'administration du CCNG l'été dernier et qui fait un travail extraordinaire avec nous. D'ailleurs, elle a travaillé comme bénévole bien avant de joindre l'équipe officiellement. Ursula est médecin de formation, elle travaille comme associée de recherche à l'Institut de Savoir Montfort et est chargée de cours à l'Université du Québec en Outaouais et à l'Université d'Ottawa. Militante des droits des femmes et des jeunes filles, elle s'implique dans la communauté à travers des activités de bénévolat en promotion de la santé et intégration des personnes issues des communautés racialisées dans la vie sociale et communautaire. Elle est également présidente du comité contre le racisme et pour l'équité, la diversité et l'inclusion de l'hôpital Montfort. Donc, c'est un grand plaisir qu'on a de la voir au sein de notre équipe. Sans plus tarder, je lui donne la parole et je vous remercie. Et je vous souhaite une très belle conversation. J'ai bien hâte d'entendre un peu plus et d'en savoir un peu plus sur vous. Merci. Merci, ma chère Aïchatou, pour cette belle introduction. Merci à notre chère présidente du Conseil de la communauté noire de Gatineau, où je devrais dire son excellence, parce que je rappelle que Aïchatou a été reconnue comme ambassadrice de la ville de Gatineau en recevant en octobre dernier l'ordre de Gatineau. Avant de commencer cette conversation, que je sais sera enrichissante pour tous et j'espère. Je vais commencer par présenter notre invité, notre cher invité. Je devrais dire que j'ai le plaisir d'appeler notre sage, le Dr Kalula Kalambay. Alors, le Dr Kalula Kalambay est originaire de la République démocratique du Congo. Il est médecin spécialiste en santé publique à la retraite, mais il est également auteur, artiste visuel depuis plus de 20 ans. Il a contribué au cours des 40 dernières années au développement des systèmes de santé en République démocratique du Congo, son pays d'origine, mais aussi dans d'autres pays africains, en tant que fonctionnaire de l'Organisation mondiale de la santé. Il vit au Canada depuis 2012 et il participe activement à la promotion culturelle dans notre région. Il est membre de plusieurs associations culturelles et professionnelles. Je vais citer ici l'Association pour la santé publique du Québec, l'Association des auteurs et auteurs de l'Outaouais et l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français. Comme auteur, il a déjà publié 4 livres, dont 3 recueils de poésie, dont on a le plaisir de l'avoir écouté lors de l'inauguration du mois de l'histoire des Noirs, et un recueil de nouvelles. Et à ce titre, il prend part chaque année aux activités du Salon du livre de l'Outaouais, dont il est le président de la corporation depuis 2020. Membre actif, très actif, je vais dire, du Conseil de la communauté noire de Gatineau, il soutient beaucoup d'activités de promotion d'héritage culturel, notamment à travers l'Association canadienne pour la promotion des héritages africains et le Salon du livre afro-canadien. C'est donc dans ce même élan qu'il a lancé en 2019 la maison d'édition L'Empreinte du Passant, dont la vocation première est de promouvoir le témoignage écrit des ressortissants d'ascendance africaine et ainsi contribuer au patrimoine universel. Donc, Dr Kalambay, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonsoir Ursula, c'est vraiment très gentil de m'inviter. Je remercie également notre chère présidente pour cette lourde tâche de gérer notre communauté. Et voilà, je suis vraiment content d'être avec vous ce soir pour échanger. Euh, mais avant de commencer, je voudrais également nous rappeler que du 24 au 28 février 2022, nous aurons le Salon du Livre de l'Outaouais, qui est un grand événement, et je vous invite à aller déjà visiter la page et constituer votre carnet de visiteurs. Merci, Effectivement, Ursula. c'est un rendez-vous noté. Je pense que nos auditeurs l'ont noté aussi. Le Salon de l'Outaouais est une rencontre, un incontournable dans la région. Donc, allez-y en famille avec les enfants, c'est toujours très enrichissant. Donc, Docteur Kalambay, cette année encore, comme tous les ans, au mois de février, nous célébrons le mois de l'histoire des Noirs. Et le thème retenu par notre ville cette année est mieux faire ensemble. Et pour comprendre, pour reprendre un peu une citation de l'archevêque Desmond Tutu que nous avons utilisée pour introduire ce thème, qui est le suivant. Dans notre monde fragile et surpeuplé, nous ne pouvons survivre qu'ensemble. Nous ne pouvons être humains qu'ensemble. Et on comprend donc que ce vivre ensemble implique une ouverture à l'autre, une acceptation de l'autre pour une meilleure intégration sociale, comme l'a si bien dit notre présidente. Mais ceci ne peut se faire que dans une réelle appropriation de son identité, d'où le thème de notre conversation aujourd'hui, bâtir son identité. Donc pour vous, en réalité, qu'est-ce que c'est qu'une identité? Merci. Je ne vais pas donner une identité, une définition classique, mais pour moi, Bien sûr. l'identité, c'est l'ensemble de connaissances, des cultures, des valeurs que nous transportons avec nous en tant qu'humains dès la naissance jusqu'à notre mort. Et l'ensemble de ces valeurs que nous transportons sont constituées dans nos interactions avec l'environnement dans lequel nous vivons. Donc, voilà un peu ma définition de l'identité. Et effectivement, on voit bien en fait à travers les différents poèmes, vos différents poèmes, vous passez à travers différentes nuances en fait de l'identité. Si on parle par exemple de Tendre Afrique, vous parlez beaucoup d'une identité continentale, donc une identité que moi je définirais un peu comme une identité culturelle. Quand vous parlez dans votre point des origines, vous parlez beaucoup d'une identité qui est universelle et puis de l'intérêt d'éviter en fait ce qu'on peut appeler une ghettoisation raciale parce que vous mettez en avant une identité qui est plus humaine. Et puis dans Le Charme de l'hiver, vous parlez beaucoup aussi de l'importance d'aborder la question de l'importance en fait d'aller vers l'autre en créant des passerelles vers l'autre. Donc en fait, ce que je comprends ici, c'est que le sens de l'identité, c'est une reconnaissance quelque part du soi déjà, une appropriation du soi, un rapport, comme vous avez dit, à autrui, des interactions individuelles et aussi avec une société ou une société d'accueil. Mais moi, je me dis, on parle du mois d'histoire des Noirs. Pour une meilleure intégration, c'est sûr qu'il faut avoir une réflexion sur soi, il faut avoir une acceptation du soi et de l'autre. Mais que diriez-vous d'un immigrant qui a subi des traumatismes de tout genre dans son pays d'origine et avant son arrivée dans le pays d'accueil, ici, dans ce cas, on parle du Canada, quel type la réflexion que cette personne a sur soi est complètement différente, en fait, si on veut, d'une identité collective qu'on peut avoir dans son pays d'accueil. À ce moment-là, qu'est-ce que ça signifie bâtir son identité pour cette personne-là, son identité sociale, considérant qu'il rentre dans une société dans laquelle l'identité collective est différente du vécu qu'il a pu avoir? C'est vraiment le centre même de la dynamique de l'humain. N'oublions pas qu'il y a 250 000 ans, on est parti en tant qu'immigrants coloniser la glacière jusqu'à être là où nous sommes. Donc, le départ de chez soi, la rupture avec son confort n'est pas nouvelle. C'est notre identité aussi, parlant d'identité. Donc, on est toujours parti quelque part. Alors, quand vous dites immigrant, c'est la dynamique de partir.
Je pense qu'on a eu un tout petit problème de connexion, Aïchatou, donc on va attendre un tout petit peu Dr Kalambay qui puisse revenir, mais je ne sais pas s'il y a des questions en ce moment ou alors est-ce que des gens ont des commentaires sur l'identité ou sur le thème. Pas pour l'instant, mais effectivement, on a perdu la connexion avec le docteur Kalula. Donc, il ne devrait pas tarder à se rejoindre à nous, mais je pense que la conversation est vraiment intéressante autour de l'identité parce que c'est vraiment ça. Et on aura d'ailleurs l'occasion de parler justement d'un ouvrage dont on va tirer des copies à la fin de la conférence aujourd'hui. Histoire d'immigration, je pense que c'est des histoires intéressantes, inspirantes. Ce sont des courts récits, en fait, de plusieurs personnes, justement, qui ont vécu l'immigration, qui ont eu affaire à l'immigration, qui ont écrit, en fait, un peu ce qu'ils ont ressenti, comment ça s'est passé pour eux. Et c'est intéressant de lire ces petites histoires-là et de rentrer un peu dans leur monde lorsqu'ils sont dans ce parcours-là. Je pense qu'il y en a qui sont tellement touchantes et dans lesquelles je pense que certaines personnes peuvent se reconnaître. Je trouve que l'idée est vraiment magnifique de pouvoir avoir justement plusieurs personnes qui donnent leur perspective par rapport à ça. Donc, je pense que ça, c'est intéressant. Et comme je disais, à la fin de la conversation tout à l'heure, on va tirer 2 livres. Donc, restez connectés. Ça va être intéressant de pouvoir tirer ces livres-là. Mais Dr Kalula est très impliqué ici, donc c'est super intéressant de l'avoir. Il y a des personnes de la région, en fait, que je connaissais, dont je ne connaissais pas l'histoire et que j'ai trouvé émouvante. J'avoue même que j'en ai trouvé vraiment certaines émouvantes. Et je veux pas donner de nom. Il y avait plusieurs histoires. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que justement, c'est beaucoup classé, en fait, par thème. Il y a des thèmes sur le parcours identitaire. Il y a des thèmes, justement, d'immigration aussi, de grands-parents. Et je trouvais ça très intéressant. Je sais pas s'il y a une histoire, toi, qui t'a marqué un peu plus qu'une autre. Moi, je sais que j'ai des favoris, mais... Mais moi aussi, je pense qu'il y en a plusieurs qui nous ont touchés. Puis je pense que, personnellement, la façon dont j'ai vécu l'immigration, c'est à travers mes parents. Donc, de revoir ce travail à travers les yeux de mes parents dans l'écriture de ces histoires-là, moi, je pense que c'est ça qui m'a beaucoup touché, c'est ça qui m'a beaucoup affecté. Évidemment, j'ai particulièrement lu celle de Dr. de Kalula. Et ça me faisait rire parce que ça m'a fait penser à une conversation que j'ai eue quelques jours plus tôt avec ma sœur. Donc, je trouve que c'est tellement intéressant l'attente que peut avoir souvent certains dossiers. C'est un espoir de vie qu'on met souvent sur ces plans d'immigration. C'est ta vie que tu mets, en fait, que tu mets en gage, en quelque sorte. Donc, c'est intéressant de voir comment certaines personnes l'ont vécu. Donc, c'est super intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé l'histoire de Claude Andrea Boni, qui est une animatrice sur TV Rogers. Je trouvais ça très intéressant. C'est vraiment de voir comment un parcours d'immigration peut avoir des tournures d'intégration tout simplement en fait. Et il y a aussi l'histoire, il y a une histoire justement d'un auteur originaire d'Égypte dont je vais parler tantôt, qui quand on le définit, qui se définit auteur franco-ontarien. Et le journaliste de Radio-Canada qui l'interviewait, elle se demandait mais comment ça vous définissez comme étant franco-ontarien? Pourquoi? Il dit mais en fait, est-ce que vous êtes un franco-ontarien pure laine? Non, il dit non, je suis un franco-ontarien pur poil de chameau. Parce qu'il vient d'Égypte, parce que justement, les chameaux, c'est vraiment des animaux qu'on rencontre beaucoup en Égypte. Et donc c'était vraiment intéressant. Et j'ai beaucoup aimé sa définition même de l'identité. Il dit je suis francophone parce que je veux dire, en Égypte, j'ai appris à parler le français. Je suis ontarien parce que l'Ontario m'a accueilli. Et je suis canadien parce que ce pays, en fait, fait partie de moi désormais parce que mes enfants y sont nés, mes petits-enfants y sont nés. Donc, c'est vraiment une belle définition, finalement, de l'identité qui est cette identité plurielle sans avoir besoin de rechercher systématiquement, on va dire, dans nos origines et dans notre culture. Non, absolument. Et moi, je trouve vraiment que c'est ce mariage, justement, de culture qu'on fait lorsqu'on est ailleurs ou lorsqu'on est en vacances quelque part, lorsqu'on vit quelque part, lorsqu'on adopte un endroit. Je trouve que c'est vraiment ce mariage-là, c'est ce qu'on apporte, c'est ce qu'on reçoit. Mais c'est surtout aussi ce sentiment d'appartenance qu'on crée, en fait. Donc, lorsqu'il se sent comme un franco-ontarien, c'est qu'il a développé ce sentiment d'appartenance. Il est là et il prend sa place. Donc, je pense que c'est important aussi. Et c'est intéressant parce que je pense que c'est le thème même à Ottawa cette année de prendre sa place. Donc, c'est des histoires inspirantes, c'est des histoires intéressantes. Puis comme je le disais un peu tout à l'heure, c'est de réaliser qu'on n'est pas seul lorsqu'on fait lorsqu'on vit
des défis, on a l'impression qu'on est seul avec ce fardeau, on a l'impression c'est pour nous que tout est difficile, mais dans les faits, on se rend compte qu'il y a des histoires qui sont similaires. Et moi, j'aime beaucoup regarder aussi justement ces similitudes qu'on peut avoir dans la vie et de pouvoir échanger pour justement en apprendre plus sur ce que d'autres auraient pu vivre, mais aussi en apprendre plus sur comment avancer, comment s'entraider, comment faire mieux ensemble, hein, comme notre thème cette année ici à Gatineau. Exact. C'est vraiment intéressant. Ouais, mais j'ai bien aimé quand tu as dit, en fait, vraiment prendre sa place, parce que en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut pouvoir prendre sa place. Re-bienvenue. Re-bienvenue, Dr. Je suis bien désolé. J'étais en train de suivre votre conversation avec Aïchatou à travers du livre et vous avez bien fait le complément. J'étais en train, c'est ce que vous êtes en train de dire, je vais essayer de récupérer rapidement. J'ai dit l'immigrant, c'est la dynamique de quitter chez soi pour venir s'installer ailleurs. Mais une fois qu'on est arrivé, devrions-nous rester immigrants ou devons-nous évoluer à quelque chose d'autre? Alors là, moi, je me dis, on doit quitter sa peau d'immigrant et être allogène. Allogène, c'est cette personne qui est arrivée d'ailleurs, qui est minoritaire, mais qui porte sa culture et qui n'est pas acculturée dans son interaction avec l'autre. Et à ce moment-là, vous apportez également vos connaissances, vos habitudes, votre culture, et vous interagissez avec l'autre. La position qui me rend un peu inconfortable quand on parle de l'immigrant, et surtout quand tu parles de son traumatisme qu'il a vécu jusqu'ici. Mais il faut qu'il commence d'abord par apprécier que le fait d'être parti de chez lui pour aller conquérir l'ailleurs est déjà un statut. Il est un conquérant. Il faut qu'il visualise ça positivement pour dire qu'il est un concurrent parce qu'il a bravé des obstacles. Mais quand il arrive ici et qu'au lieu d'apprécier ce côté héroïque de sa démarche, il continue à rester dans le piège de son état à l'arrivée, c'est-à-dire il continue à subir le regard de l'autre qu'il a. C'est vrai, la communauté d'accueil, quand elle nous reçoit, c'est avec beaucoup de générosité, mais aussi avec beaucoup de questionnements. Parfois, ce sont ces questionnements-là qui nous intéressent plus ou qui nous mettent plus mal à l'aise parce que qu'est-ce que tu viens faire? Tu as fui chez toi, la famine, la guerre et tout ça. Donc, des questions au départ très simples, normales, mais qui, pour la personne qui les reçoit, trouve que ça les diminue, on le regarde avec un œil un peu méprisant. Et si lui, il n'arrive pas à s'approprier la dynamique du mouvement, c'est-à-dire le fait d'avoir à affronter les adversités multiples et l'amener à venir conquérir un espace pour repartir, s'il n'arrive pas à valoriser cette démarche-là, eh bien, il va toujours continuer à chercher son identité dans le regard de l'autre. Il va être dépendant du regard de l'autre. Et c'est là où on va le mettre dans des boîtes. Hein? Il va être minorité visible ou invisible, il va être racisé. Et le dictionnaire en a plein les mots comme ça. Et on va rentrer dans ces pièges-là. Alors qu'on doit passer à un état d'allogène. On doit être citoyen du monde, globalisé, qui est là devant. Et quand il interagit avec l'autre, il lui dit qu'est-ce qu'il est. Moi, je suis Kalambaye Kalula, de Bena Kalambaye, Bena Kalula, ça veut dire j'appartiens au clan de Kalambaye et je viens de la petite famille dans le clan de Kalula. Je porte ça avec moi, c'est mon identité. Je n'attends pas dans le regard de l'autre de me dire qui je suis. Et à partir de l'instant qu'on est confortable dans son identité, à ce moment-là, on rentre dans la dynamique du donner et du recevoir. C'est-à-dire qu'on a ses valeurs, on a aussi des demandes, on a aussi des choses à apprendre. On doit s'habiller d'une certaine humilité pour dire que je viens d'ailleurs, mais je vais apprendre aussi de vous et de l'environnement, d'où le dernier poème, Le charme de l'hiver. Aussi, ça fait partie de l'intégration. L'intégration n'est pas que vous êtes au Canada, c'est vrai, mais dès qu'on pose la question comment va l'hiver, alors que vous êtes dans la maison au chaud, comme on l'est, on dit « Oh, il fait très froid ». Donc, vous restez amputé
au niveau de votre identité. Mais si vous êtes là en disant que ça va faire partie de mon environnement, ça fait partie désormais de mon pays, eh bien, il faut le pénétrer dans les différentes dimensions, non seulement apporter, mais aussi apprendre. Et à partir de ce moment-là, on va passer à un autre état dans cet interéchange humain. Voilà un peu... J'ai beaucoup aimé votre l'approche quand vous dites la conquête en fait de son univers et l'appropriation en fait de son identité. Je me demande en fait des fois, on a beau, même si on veut s'approprier cette identité-là, est-ce que la société d'accueil n'a pas minimalement une responsabilité de pouvoir l'accueillir? On sait qu'il y a des sociétés où il y a beaucoup en fait une politique d'assimilation plutôt qu'une politique, si on veut, de valorisation de la culture d'autrui. Quelle est la place, en fait, si on veut, ou alors quelle est la responsabilité aussi de la société d'accueil dans cette appropriation-là? Et le deuxième volet de ma question, c'est de dire, pour des enfants, par exemple, qui sont nés ici et qui n'ont pas justement cette capacité d'aller au-delà, comme on dit, de leur identité, comment dire, le nom de leurs parents. Je sais que chez nous, des fois, en Afrique, il y a beaucoup, on se présente en fait comme étant le fils d'eux. Et donc, on a tendance toujours, souvent, à retourner, si on veut, de génération en génération parce qu'on appartient à un clan, on appartient à une tribu. Mais des enfants qui sont nés ici, comment ils se réapproprient, si on veut, cette identité-là, vu qu'ils n'ont pas tout ce clan? La première question, c'est l'attente de la société d'accueil. Déjà, à partir de l'instant que vous avez parlé de la société d'accueil où la société vous a accueilli, il y a déjà un point très positif. Donc, les gens sont quand même très ouverts à vous recevoir chez eux. En s'arrêtant juste sur ce point-là, il y a beaucoup à exploiter. On ne peut pas, alors qu'on vous est déjà là, alors que les institutions vous disent que c'est la multiculturalité, et vous restez dans le ghetto culturel, alors que vous a donné plusieurs plateformes. Il ne vous suffit que d'assumer votre identité et d'aller à la conquête de ces plateformes et d'interéchanger. Et ça s'apprend de plusieurs manières. Si l'administration, dans les instruments qui nous est remis, n'est pas complète, mais il y a aussi nous, en tant qu'acteurs culturels, vous avez le livre des histoires d'immigration. C'est notre façon aussi de dire qui nous sommes. N'attendons pas seulement ceux qui nous reçoivent pour nous poser la question qui vous êtes, et puis à partir de là, ils vont nous donner le quota du bon immigrant ou du mauvais immigrant. Mais nous-mêmes, là, quelles sont les activités que nous sommes en train de faire, que nous devons faire pour que nous puissions aussi apporter quelque chose à cette personne de la communauté d'accueil pour dire, en plus de ma faiblesse d'avoir quitté chez moi, j'ai ma force de venir aussi vous donner quelque chose et je suis aussi fort en apprenant quelque chose de vous. Mais si on reste dans les ghettos culturels en attendant qu'ils puissent vous donner la carte jaune ou la carte rouge, hein, dépendant de combien vous êtes gentil ou vous n'êtes pas gentil, là, je crois qu'on va dans un mur. Partageons nos histoires, revendiquons notre parcours d'immigrants, valorisons ça et voyons cette valeur des conquérants que nous avons été pour quitter, venir, s'adapter, s'intégrer et apprendre. Pour ce qui est de nos enfants, vous savez, ça c'est la partie la plus difficile, mais je crois que la plus importante, parce que nous devons s'aimer pour le devenir, pour l'avenir. Et comment nous interagissons avec nos enfants qui sont, on dirait, acculturés, mais en fait, ils sont tout simplement une évolution identitaire, parce qu'ils s'ouvrent à plusieurs identités. Ils viennent avec celle de leurs parents, et souvent d'ailleurs, elle vient, comme tu l'as très bien dit, à travers le nom qu'on a donné à l'enfant. Et comment nous allons l'aider à apprendre? Parce qu'il y a une rupture avec sa culture d'origine, avec ses grands-parents. Et c'est là, encore une fois, hein, je paraphrase Mpateba quand il nous dit, à chaque fois qu'un aîné africain, qu'un vieux africain meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Mais quelle est notre responsabilité à sauvegarder les bibliothèques pour que nos enfants s'approprient de leur identité à travers leur histoire, comme celle des autres que nous apprenons leur histoire des siècles en arrière. Donc, c'est très important. Et cette question de l'enfant qui se questionne, moi, je me la suis questionnée dans mon premier recueil de poèmes Apatride,
Apatride, je me questionne parce que je ne suis pas né au village et je questionne. Donc, je me trouve aussi à un moment donné comme un apatride dans ce pays. Mais je retrouve que la culture ou les valeurs culturelles ont fait en sorte que je ne sois jamais perdu. Et c'est pour ça que j'ai dit, ce bout de terre dont je porte le nom a vu naître mes parents, mais ne m'a pas vu naître, ni ne verra naître mes enfants ou les enfants de leurs enfants. Ben, nous sommes dans un voyage, sauf qu'on doit garder ces valeurs-là. Maintenant, comment vous vous adressez aux enfants? Je crois que c'est un défi, parce que dans l'entretemps, il faut suivre il faut les superviser pour les devoirs, il faut suivre le journalier pèse, vous avez travaillé, vous revenez, il ne vous écoute pas pour des choses ordinaires, et vous vous retrouvez dans une relation parfois qui est difficile pour faire passer certains messages fondamentaux, comme celle de l'identité. Et là où je vous provoquais avec l'analyse transactionnelle qui rentre en ligne de compte. Hein, parce que notre relation avec les enfants, vous l'avez bien dit, c'est parent-enfant. Mais la transmission de la culture doit aller chercher la relation adulte-adulte. Maintenant, quel est le meilleur environnement pour y arriver? Voilà pourquoi moi je suis en train de dire que c'est peut-être mieux, parce que pour le moment, on doit répondre aux besoins fondamentaux de survie. C'est peut-être mieux de aussi préparer la transmission de leur identité par écrit, de commencer à écrire les anecdotes de comment vous avez vécu de l'autre côté, comment vous avez fait le voyage pour les amener jusqu'ici. Et puis un jour, ils auront le temps, parce que ce jour-là viendra où ils vont se questionner et ils vont vous écouter. Mais ils vont vous écouter quand ils seront prêts. Ils vont vous lire, il n'y aura pas de bruit autour, de fais pas ça, fais ceci, moi j'étais, je ne suis pas, tu n'es pas. Ils vont se retrouver dans cet apaisement-là spirituel, mental, et ils vont lire leur identité. Ils vont posséder leur identité. Moi, je crois que ça, c'est une des façons qui, pour moi, hein, il y en a plusieurs, mais je pense que il est très difficile aujourd'hui de dire à un parent qui travaille, qui rentre le soir, qui doit courir ici derrière plusieurs choses, de prendre le temps d'écouter, de raconter à l'enfant qu'il ne veut pas l'écouter parce que, bon, lui, il a son programme, il doit regarder sa télé. Et comme aujourd'hui, on est tous avec les tablettes, il doit être sur son petit écran. Mais il faut anticiper ça. Il faut anticiper ça et trouver un mécanisme de lui expliquer sa culture. Et l'arbre généalogique aussi. Il y a aujourd'hui maintenant des applications d'arbre généalogique. Commencez déjà à monter l'arbre généalogique pour un jour, quand il sera prêt, de consolider son identité. Non, mais effectivement, je retiens de ce que vous dites, d'aller chercher l'identité dans les histoires de nos grands-parents, dans le fait de raconter nos histoires. Et on sait qu'on assiste justement aux États-Unis, chez des Afro-descendants, à une recherche à leur origine à travers des tests d'ADN, justement pour voir quelles sont les origines ethniques. Ici au Canada, on a eu le professeur Jean Kabuta qui a remis en place une pratique qu'on appelle le Kassala, qui est justement des poèmes où avant la naissance même de l'enfant, on lui rappelle quelle est son origine, qui sont ses ancêtres, et je ne sais pas jusqu'à quel point, selon vous, en fait, justement, ce retour aux origines et ce Kassala qui est un peu comme les griots chez nous en Afrique de l'Ouest, c'est important dans notre quête identitaire. Là, vous l'avez un peu dit, mais pourquoi est-ce que ici, dans notre contexte, en fait, canadien, ça va être important de pouvoir rappeler à un enfant qui même n'est pas encore né qui il est, quelles sont ses origines? Est-ce qu'on n'est pas en train de... Dans quel sens, en fait, ça rentre dans sa construction? Est-ce qu'il ne faudrait pas laisser cet enfant se construire son identité tout seul? Il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner. L'enfant, quand il marche, quand votre enfant commence à vouloir marcher, vous êtes derrière, hein, est en train puis à un moment, il veut tomber, vous récupérez, il y a un filet. Vous devez constituer un filet de sécurité. Et ce filet de sécurité-là, il faut le transmettre de manière plus sereine. C'est pour ça que les anecdotes, hein, les contes, chez nous, c'était ça. On nous transmettait exactement la même pédagogie que nos parents avaient utilisée. Hein.
vous vous retrouvez et puis on raconte les histoires de son origine, mais souvent on ne parle pas de soi directement, on parle à travers les contes. Ce sont des outils pédagogiques et je suis heureux d'ailleurs de voir dans la communauté, il y a maintenant des conteurs et des conteuses dans notre communauté. Et il faut encourager ça. Et c'est là où, par exemple, je verrai notre conseil de la communauté noire d'utiliser aussi ces richesses-là et d'organiser aussi pour nos enfants. Pas laisser seulement le poids à chaque parent de le faire tout seul, mais aussi d'organiser le passage avec les parents en participant à d'autres, mais pas seulement en ghetto, mais aussi quand ils se retrouvent avec les autres. Quand les enfants se retrouvent avec les camps des enfants, mais donnons aussi à nos enfants des histoires à aller raconter aux autres. Les Kassala fait partie de cette transmission, comme chez les griots d'ailleurs. Ce sont des transmissions douces de ton identité. Vous savez, sans nécessairement aller me lancer dans la polémique des débats religieux, je suis d'une tristesse incroyable aujourd'hui quand je vois que les possesseurs de notre société sont en train de supprimer les noms de leurs grands-parents et arrière-grands-parents en disant que c'est démoniaque. Hein? Les enfants commencent à posséder comme prénom des diminutifs, Plamédie, Dieu merci, et tout ça. C'est très bien, mais qu'ils portent aussi les noms de Kalambaye et de Kaloula, qu'ils puissent aussi faire référence avec leurs origines. C'est ça l'identité. Après, ils vont se perdre parce qu'ils vont se retrouver dans une société où les gens portent leurs origines, où les gens rappellent qu'ils sont ici depuis 10 générations. Vous voyez? Donc, c'est très important que on puisse servir les enfants de filet de sauvetage, en même temps qu'ils vont à la découverte de leur environnement, en même temps, on leur donne qu'est-ce qu'ils vont aller échanger. Parce que c'est une dynamique du donner et du recevoir. Exact. Moi, je vois de ma nièce, mes petits-enfants, il y a des jours où ils disent, bon, on nous a demandé à l'école de raconter l'histoire du grand-père, où le grand-père doit accompagner à telle chose. Mais comme tous, on n'a pas des grands-pères autour, pourquoi ne pas aussi organiser le club des grands-pères qui peuvent accompagner les enfants de chez nous pour qu'ils aient leur identité? Quand ils vont là-bas et ils voient que les autres ont leur grand-père, et puis pour nous, on dit, bon, le nôtre est resté en Afrique et tout ça, on est tout seul. Mais ça contribue aussi au déséquilibre de l'identité de l'enfant. Effectivement. Mais même si le grand-père n'est pas là, mais vous pouvez lui raconter l'histoire de son grand-père, qu'en allant là-bas, ils peuvent dire notre grand-père était ceci. Vous constituez, vous bâtissez son identité de globaliser. Effectivement, j'aime beaucoup quand vous avez dit vraiment une construction sereine. Parce qu'on est quand même beaucoup dans le débat racial. J'aimerais bien dans le débat justement de l'identité raciale, et je sais pas jusqu'à quel point, et vous avez parlé de la globalisation, donc je sais pas jusqu'à quel point en fait justement cette identité raciale doit prendre le dessus lorsqu'on veut bâtir une construction sereine en fait d'identité de notre enfant. Est-ce que c'est important de lui rappeler en fait son identité en se basant sur l'histoire de ses grands-parents, ou est-ce que c'est important de pouvoir, vu qu'en fait justement vous avez parlé de minorité visible, de mettre l'accent aussi sur le fait qu'il reste quand même une minorité visible avec tout ce que ça peut impliquer. Avant votre réponse, Dr Kamba, je voulais juste vous dire merci pour les commentaires. Donc, on a eu Monsieur Koulibaly qui disait merci pour la discussion. On a eu Myriam Jokou qui disait qu'elle apprécie justement l'idée du club des grands-parents. Ce serait et aussi l'idée de l'arbre généalogique et des écrits. Donc, merci pour vos commentaires. Donc, je vais laisser la parole, Dr. Kalambay. Oui, vous avez une question avant que je ne me perde dans ma réponse? Oui, alors ma question, c'est de dire quelle est l'importance en fait de mettre en avant dans cette construction sereine de l'identité de l'enfant, quel est l'intérêt de mettre en avant son identité raciale? Ou alors est-ce qu'on devrait justement mettre plus en avant son identité humaine, la globalisation, comme vous avez pu le dire, le faire comprendre en fait que c'est un être à part entière, même si on reste quand même dans une société où il y a des tensions raciales et que cette identité-là va lui coller entre guillemets à la peau. Je sais que c'est inconfortable comme question, mais
j'aimerais bien pouvoir avoir votre avis là-dessus. Il y a un commentaire de Jean-Marie Mondésir. C'est très important d'aborder ce genre de sujet dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Cela permet à des parents issus de la communauté de mieux s'outiller pour façonner l'éducation de leur enfant. Merci. Merci Jean-Marie. Merci Jean-Marie, c'est un plaisir. Tu me manques, cette mobilité Covid fait que je ne sais pas te voir. Encore une fois, qu'est-ce qu'on veut être quand on est là? Moi, je dis que si tu veux posséder une identité globalisée, alors il faut que tu sois allogène. D'accord. Ou alors, tu restes immigrant. Et moi, je dis l'immigrant devrait s'arrêter à la dynamique du voyage jusque là où il est. Et une fois qu'on arrive, on doit bâtir l'identité allogène. C'est-à-dire, tu donnes à ton enfant le maximum d'outils culturels pour que quand il va à la rencontre de l'autre, il apporte aussi quelque chose. Mais s'il y va en tant qu'immigrant, qu'on va mettre dans beaucoup d'autres boîtes racisées, le ceci, on va trouver d'autres vocabulaires, il va se retrouver toujours dans une situation d'infériorité qui fera qu'il va exprimer ça de plusieurs façons, soit par des colères, des réactions antisociaux, etc. Mais moi, je pense qu'il faut chercher par tous les moyens de le sécuriser sur ses origines lointaines, pas seulement celle d'il y a 2 jours, mais reprendre son histoire depuis le départ de l'Égypte, depuis la conquête des glacières, de le lui donner régulièrement, de lui faire voir d'où il vient réellement, et non pas de le rester coincé dans une portion d'une histoire qui est défavorable à notre identité globale, à notre identité humaine. Et elle est tellement bien faite que dès qu'on se réveille, on vous donne le réflexe de regarder votre peau. Et à partir de là, vous êtes piégé. Mais si vous ne voyez pas vous-même votre peau quand vous vous adressez à l'autre, et si vous ne pouvez que vous focaliser que sur ce que vous apportez, eh bien, vous allez être en mesure d'être sécure. Parce que c'est beaucoup d'insécurité qui font parfois que les gens s'accrochent. Je ne dis pas que les débats antiraciaux n'est pas justifié. Au contraire. Mais il ne faut pas être piégé dans les ghettos qui font que des combats de nos enfants, c'est seulement parler de la couleur de leur peau. Alors que il y a des intelligences qu'ils doivent mettre sur la place publique. Et il faut que les gens en parlent aussi. Il faut que nous revendiquons ça aussi. Je ne sais pas si vraiment on célèbre les mérites de nos enfants qui brillent. Je ne sais pas. Mais ça serait intéressant de primer aussi nos enfants et nos femmes et nos jeunes femmes qui s'expriment dans la communauté. Nous avons des entrepreneurs ici dans la communauté, des entrepreneuses qui brillent, qui font des changements. Quelle est la fenêtre qu'on leur donne pour que nos enfants puissent avoir des repères? Parce que ce n'est pas simplement quand tu t'assois dans cette interaction père, parent-enfant, mais il y a aussi dans l'image que l'environnement qui lui ressemble projette. Mais revendiquons aussi nos succès. Ne nous accrochons pas toujours aux lamentations et ne faisons pas toujours de la voix de la lamentation notre définition identitaire. N'essayons pas toujours là à quémander le regard bienveillant de l'autre pour trouver que nous valons quelque chose. Là, c'est un piège dans lequel moi je ne me souscris pas et je ne voudrais pas que vous puissiez y entrer. Et c'est pour ça que je parle dans mes différents textes de poésie. Ce sont des textes identitaires. Il faut prendre son identité. Et quand vous sortez, moi, je vous dis, jamais je n'ai été dans une communauté où on m'a rejeté au Canada. Et je trouve que le Canada, avec ses textes légaux, fait partie des rares pays où on vous dit, nous savons que vous venez d'ailleurs, nous savons que vous êtes différents, mais nous vous demandons d'apporter votre diversité à la multiculturalité. Et on vous accompagne. Moi, je ne sais pas s'il y a des pays comme ça, mais on devrait, au maximum, être outillé, organiser des ateliers pour aider les gens à
à s'approprier non seulement leur identité, mais à mieux maîtriser la société d'accueil et les différents outils qui sont mis à notre disposition pour aller voir l'autre. En tout cas, moi, comme vous le savez très bien, je suis allé au conseil d'administration de l'Association des auteurs et auteurs de l'Outaouais. Eh bien, le président, c'était Eddy Garnier, mon frère qui est venu d'Haïti. Il était président. J'étais trésorier. On n'a pas dit, vous êtes racisé, vous n'êtes pas bienvenu. Je suis aujourd'hui président de la corporation, du conseil d'administration de la corporation du Salon du livre de l'Outaouais. On ne m'a pas rejeté. On est arrivé et puis on a regardé, on a dit qu'est-ce que tu peux apporter. Et je m'efforce d'apporter quelque chose. Je suis dans le milieu des arts, c'est la même chose. Jamais je n'ai vu mon tableau qui représente d'ailleurs dans la plupart du temps des figures et mon histoire. Jamais je n'ai vu les gens n'aient pas sélectionné mon tableau quand ils remplissaient les critères d'excellence. Parce qu'il ne faut pas aussi nous oublier que nous prenons souvent des raccourcis. Souvent, nous voguons dans la médiocrité. Et puis, une fois qu'on nous rappelle que nous sommes dans l'insuffisance, alors là, on crie, voilà, c'est parce que je suis noir. Mais aussi, outillons nos enfants à être excellents. Poussons nos enfants à aller chercher les valeurs fondamentales qui sont en eux, leur intelligence, parce que Dieu nous ayant créés à son image, il est en nous. Ne passons pas le temps à l'invoquer pour qu'il descende venir gérer notre problème de froid ou d'interaction avec notre voisin. Il nous a donné l'intelligence, allons le chercher à l'intérieur et puis trouvons l'astuce, la façon de parler, de répondre. On est souvent très tendu. Une question simple, on vous dit comment vous trouvez l'hiver. Ah, pourquoi vous me posez cette question-là? Hein? Vous êtes raciste. S'il vous plaît, répondez simplement à la question. Bien quand on vous dit vous venez d'où? Ah, mais pourquoi vous me demandez cette question-là? Ah, moi je suis québécois. Mais c'est vrai, on sait que vous êtes au Québec, mais vous venez de quelque part. Revendiquez votre origine avec fierté. Et puis, une fois que vous aurez répondu que je suis Bamileke et aussi du littoral, je viens du Cameroun, et puis après, vous dites, et vous, vous venez d'où? Et la personne va vous dire, oui, mais mes ancêtres viennent de Breton il y a 2 siècles. Et vous allez passer à une autre étape. Mais comme on porte beaucoup des charges de l'immigrant, et on continue à vivre l'immigrant au moment où on attend de vous d'être allogène. Alors moi, j'ai dit, s'il vous plaît, faisons la mutation. Et pour ça, essayons d'utiliser les différentes techniques pour vider cette souffrance-là. Racontons l'histoire, comme on l'a fait dans le livre sur les histoires d'immigration. Ça vous permet de vider le trop-plein. Sinon, vous allez le décharger sur quelqu'un qui vous a posé une simple question de dire, monsieur, d'où vous venez? Parce qu'il est curieux, il veut savoir. Mais sachant que nous sommes une curiosité quand nous allons quelque part. Et c'est la même chose. Moi, je me rappelle très bien les Blancs dans nos communautés, dans nos villages, les enfants courent derrière en chantant « Mondele, Mondele, Mondele ». Toubab, Toubab, Toubab. Ben, écoute, c'est une curiosité. Pourquoi quand on se retrouve, nous, une curiosité dans leur société, on se bloque et on bloque aussi tout ce que nous avons de beau à offrir. On bloque tout ce qu'on a de meilleur à offrir. On bloque d'offrir ces conquérants qui ont traversé des défis divers pour être là. On le bloque aussi. Ouais. Donc, moi, je pense qu'il faut être serein. Il faut outiller nos enfants de manière très sereine. Et aussi, les parents doivent participer aux différentes activités, aux différents outils que la société donne. Il y aura des frictions, il y aura de rejets. C'est normal, mais soyez conquérants. Jouez à l'adversité. La personne qui vous bloque, essayez de le convaincre, mais trouvez la stratégie, parce qu'il y a toujours, avec l'humain, il y a toujours une façon de communiquer. Et il y aura toujours des petits méchants qui vont vous provoquer. Ça, il ne faut pas vous faire d'illusions. Il y en a partout dans le monde, d'ailleurs. Ouais. Je note que vous parlez beaucoup, en fait, plus que d'une identité raciale, d'une identité humaine.
Je note aussi que vous parlez beaucoup du donner et du recevoir. Donc toujours, en fait, dans cette quête d'identité, pouvoir chercher en nous, déjà reconnaître nos origines, se les approprier, s'assurer d'avoir quelque chose à donner parce qu'on est justement dans une conquête d'un univers. Il faut s'assurer d'avoir non seulement des outils, mais savoir ce qu'on est en mesure de donner et ce qu'on et être capable de pouvoir recevoir. Ce que je note aussi dans ce donner de recevoir, c'est d'utiliser les outils nécessaires pour pouvoir s'approprier cette identité-là. Et ça passe des fois par l'éducation, par le récit, éduquer les gens à qui on est en fait en réalité, parce que des fois c'est aussi l'ignorance, le fait de ne pas connaître l'autre, qui fait en sorte que la société l'accueille ne sait pas comment forcément nous approcher. Donc ne pas hésiter à s'ouvrir, avoir cette ouverture en fait vers l'autre et aller justement vers l'autre avec nos histoires, avec notre culture et ne pas en avoir honte. Donc ça c'est, je note beaucoup l'écriture, le club des grands-parents, écrire des histoires de nos parents et de nos grands-parents pour pouvoir enseigner à nos enfants en fait d'où ils viennent et qu'ils soient fiers, J'ai beaucoup aimé le fait que vous puissiez dire en fait on retourne même au temps d'Égypte, ne pas juste retourner à nous, mais retourner à bien avant nous pour que ces enfants-là puissent être fiers de qui ils sont en fait et de leur origine. Donc, merci beaucoup. Moi, je voulais juste me permettre de lire un petit extrait que j'ai beaucoup aimé, en fait, de ce recueil d'histoires d'immigration, entre autres, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, il y en a plusieurs. Et ici, on parle plus d'un auteur originaire d'Égypte, Jean Mohsen Fahmy, qui, lui, immigre, en fait, au Canada et se définit comme un auteur franco-ontarien. Et le journaliste de RDI qui l'interpelle lui demande « Mais comment ça, vous vous définissez comme franco-ontarien ?» Il dit « Oui, en fait, moi, je suis canadien, franco-ontarien, né en Égypte. » Et ce qu'il dit, en fait, c'est que ce que j'ai vraiment souligné, c'est qu'il dit, au fond, l'identité n'est pas seulement un héritage, elle n'est sûrement pas une fatalité, et vous l'avez aussi dit dans la discussion, l'identité est une construction. Donc, j'ai beaucoup aimé le fait de mettre l'accent sur le fait que cette identité-là est une construction. On est toujours en quête de cette identité à travers nos interactions, à travers notre réflexion sur soi qui évolue aussi avec le temps, et à travers aussi l'analyse transactionnelle aussi dans le rapport qu'on peut avoir avec nos enfants. Si je vous demandais, il nous reste pas beaucoup de temps, si je vous demandais en fait, Dr. Kalambay, de vous définir en finissant sur ces débats de l'identité, comment vous définirez dans ce contexte, dans le contexte canadien dans lequel on est? Moi, je suis humain, je suis globalisé, je suis chez moi, partout là où il y a un humain, et je suis toujours à l'écoute de l'autre, j'apprends toujours, je m'enrichis au contact de l'autre. Donc, je suis chez moi et je suis globalisé. Voilà pourquoi je vous ai invité également à aimer l'hiver, mais en écoutant la sagesse populaire, il n'y a pas de mauvaise saison, il n'y a que mauvais habillement. Donc, moi, je suis curieux, j'aime aller, je voudrais bien, j'aime bien apprendre. Et pour apprendre l'autre, il faut oublier, mettre parfois entre parenthèses, d'ailleurs, c'est ce que les parents nous disent, quand vous allez quelque part, même si vous savez très bien danser, commencez par observer comment les autres dansent. Et puis après, vous pouvez venir sur la scène. Tout ce que je peux dire dans cette longue marche que nous avons abordée, mais en rappelant aux gens que au départ, ils sont déjà des conquérants. Ils doivent revendiquer leur fierté d'être des héros et vendre ça aussi. Pas seulement être victime. Cette approche victimaire est réducteur. Et ils ne doivent pas se réduire à ça. Oui. C'est tellement bien dit, Dr. Kalambay. Je vais passer la parole à ma chère Aïchatou pour voir en fait notre tirage. Comment est-ce que tu voudrais procéder pour le tirage avant le mot de la fin? Tirage de ce beau recueil de poèmes. Oui, donc comme je l'ai mentionné tout à l'heure, en fait, il y a plusieurs récits d'immigration qui sont dans ce recueil-là. Et il y en a un justement de Dr. Kalula Kalambay, très intéressant.
voir les choses d'une différente perspective, selon moi. Donc, je pense que c'est super intéressant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tirer. Donc, je vais poser une question. Et c'est pas un quiz, c'est pas une question très difficile, en fait. Si vous pouviez vous identifier en quelques mots, quelle serait votre identité? Que Dr. Kalula vient de nous partager la sienne. Vous pouvez le partager dans les chats sur Facebook, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous le regardez. Partagez-nous en quelques mots votre identité. Il y a 2 livres à tirer, donc les 2 premières personnes qui vont nous partager leur identité pourront se voir la chance de gagner un des exemplaires. Mais en attendant, j'aimerais bien poser justement la question à Dr. Kalula de nous rappeler un peu comment est venue l'idée de cet ouvrage en attendant qu'on voit les réponses sur les réseaux sociaux. Oui, c'est exactement la même démarche. Pendant plusieurs années, je me suis dit, la difficulté que nous avons, c'est parce qu'on ne se connaît pas les uns les autres. Et nous ne prenons jamais l'espace pour dire qui nous sommes. Et j'ai participé au lancement du livre j'ai vu d'abord les éditions David publier un livre sur l'Est, raconter Vanier, qui est ce quartier à Ottawa. Et j'étais vraiment intéressé par voir que ce sont des gens qui ne peuvent pas écrire parce que écrire un livre est égal, il faut être écrivain. Et là, bien sûr, il n'y a pas beaucoup qui vont là. Donc, les gens ont raconté leur petite histoire. Et la deuxième rencontre, c'était quand ils ont fait le lancement du deuxième livre qui était raconter l'Est ontarien. Donc, c'était Alfred. Et là, je me dis, mais nous avons plusieurs histoires, les gens meurent avec leurs histoires. Et j'ai proposé donc à Marc, donc aux éditions David, si on ne pouvait pas aussi stimuler la communauté, aller écouter les immigrants. Ils ont un peu hésité, et puis ils ont acheté l'idée. Nous avons lancé le concours. Et on n'a pas simplement lancé le concours, on a aussi accompagné le concours avec 10 modules de formation à l'écriture. Et ces modules-là sont toujours disponibles sur la page Facebook. Et nous avons reçu 60 contributions. Mais c'était fantastique comme réponse. Et ce sont les 40 potables qu'on a publiés. Ce n'est pas que les autres n'étaient pas intéressantes. Je crois que c'était aussi un problème logistique pour la sortie du livre. Et je vous dis que chaque fois que je lis une histoire dans ce livre-là, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je n'apprends pas de ces grands, de ces personnes, de ces héros, de ces conquérants, tous ceux qu'ils ont bravés pour être là où ils sont. Et il faut célébrer ça, il faut revendiquer ça. Et je suis vraiment fier d'avoir contribué avec les autres à avoir cet instrument-là, pour nous permettre de rentrer en interaction avec nos amis de la communauté d'accueil, qui parfois sont regardés à tort comme étant agressifs. Ouais. Je pense qu'on a des réponses. Aïchatou, si tu veux y aller. Moi, je suis biaisée parce que je connais la personne qui a répondu. Donc, vas-y. Ben, c'est la première personne qui a répondu. Conflit d'intérêt. C'est ça. Nicole Bacan, qui dit qu'être une femme, la quarantaine, fille du monde, mais originaire d'Afrique et participant à la construction commune ici et là. J'adore. J'adore. Bravo, Nicole. Tu es la meilleure. Je pense que plusieurs d'entre nous pouvons nous reconnaître dans cela. Donc, j'adore et j'espère pouvoir, Nicole, vous rencontrer un jour. Contente Ursula que tu la connaisses. Donc, peut-être que ce sera un moyen de se rencontrer un jour. Ce sera avec plaisir. Continuons à bâtir ensemble, continuons à travailler ensemble. Donc, ça nous fera plaisir. L'autre réponse qu'on a eue, c'est de Jean-Marie Mondésir. Oui. Pour moi, je suis un Africain né en Haïti qui vit au Canada dans le but d'apporter ma contribution culturelle et intellectuelle à la société. Oh, j'adore. Ben oui, et tu l'as fait, mon cher ami. C'est pour ça qu'on se retrouve aussi sur cette plateforme. Merci d'avoir créé la plateforme. Absolument. Jean-Marie, qui ne le savent pas,
C'est l'un des pères fondateurs du Conseil de la communauté noire de Gatineau, donc on est très reconnaissant envers tout le travail qu'il fait depuis de nombreuses années. Je sais que pour ma part, c'est l'une des personnes qui m'a littéralement tiré pour venir un peu faire du bénévolat avec le Conseil. Donc, merci Jean-Marie pour ta contribution qui dure. C'est aussi mon parrain. Ouais. C'est aussi mon parrain. Il m'a appelé un jour et il me dit, ben, messieurs, est-ce que vous ne pouvez pas contribuer à notre journal? Et j'avais mis, je crois, 2 poèmes et ça avait été publié. C'est mon parrain aussi. Donc, il a tout à fait... c'était un plaisir de le voir. Il faut le connaître. Ah oui, définitivement. Définitivement. Absolument. Donc, Aïchatou, moi, je pense que je prendrai le livre de Nicole parce que je serai capable de pouvoir lui donner. Nicole, c'est ma belle-sœur, donc ça va être facile de pouvoir lui acheminer le livre facilement. Excellent. Et on pourrait se faire des séances et dire c'est quoi les parcours qui nous ont le plus inspiré. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être un sujet de conversation pour la prochaine fois. Oui, définitivement. Ça pourrait être des idées. Et ça pourrait être des idées aussi pour des prochains projets. Donc, je pense que des initiatives comme ça permettent vraiment de nous raconter, permettent de nous mettre en perspective, permettent de s'ouvrir au monde. C'est pas toujours facile, je pense, de partager des histoires comme ça avec les autres. Donc, de lire ça, c'est vraiment intéressant. Donc, merci à tous ceux qui ont participé à la rencontre et je redonne la parole à Ursula. Merci Aïchatou. Moi, je tiens à remercier Dr Kalambay vraiment pour toute la richesse en fait de la conversation qu'on a eue depuis la semaine dernière jusqu'à maintenant. Et moi, ce que je retiens vraiment, c'est le fait que l'identité soit une construction, qu'on est en construction perpétuelle, qu'on doit sortir de la ghettoisation raciale, qu'on doit conquérir notre espace et qu'on doit apprendre à donner et à recevoir, apprendre le donner-recevoir dans la société d'accueil, mais plus qu'autre chose, pouvoir éduquer nos enfants à apprécier, à connaître et pouvoir être fiers de leur origine à travers des écrits. Donc, merci beaucoup, Dr Kalambay, et surtout pour tout ce que vous faites pour la communauté. Je veux remercier aussi les partenaires du mois d'Histoire des Noirs, la ville de Gatineau, des députés de notre Assemblée nationale du Québec. On parle de Maryse Boudreau, de Mathieu Lévesque, de Mathieu Lacombe, de Robert Bussière. Merci, messieurs et mesdames, pour votre contribution. Nos députés, en fait, du fédéral, on parle de monsieur Greg Fergus et madame Sophie Châtel. Le Conseil de la communauté noire et le mois d'Histoire des Noirs apprécient grandement, en fait, cette implication justement, notamment de la société d'accueil. Et c'est vraiment un honneur de pouvoir vous citer parmi les généreux contributeurs et les partenaires. Et j'invite, en fait, notre auditoire à visiter la page de mhngatineau.com, donc mois de l'histoire des Noirs gatineau.com pour la programmation complète parce qu'on va continuer pendant tout le mois de février à avoir différentes activités. N'hésitez pas à partager l'information, n'hésitez pas non plus à aimer la page Facebook du Conseil de la communauté noire de Gatineau parce que vous pourrez y trouver des pépites et puis profiter de plusieurs ateliers. Merci beaucoup pour votre présence. On a débordé de 3 minutes, mais ça a été un plaisir d'être votre animatrice ce soir. Donc, on espère en tout cas que cette discussion a été enrichissante pour vous, comme elle a été pour nous. Merci à tous. Merci Aïchatou. Merci encore, Dr Kalambay. Merci Ursula, tu as été magnifique. Merci beaucoup. Oh, merci beaucoup. Et je tiens beaucoup à remercier Biamédia qui a géré en fait la diffusion de tout cet événement avec maestrie, malgré les problèmes techniques. C'est vraiment un support incroyable. Moi, c'est la première fois et j'apprécie énormément. Merci à Biamédia également. Merci et désolé pour les amis techniques, mais je crois que c'était un test pour voir si on allait s'en sortir. On l'a fait. Et vous nous avez prouvé qu'on est des conquérants, Dr Kalambay, encore une fois. On est conquérants, il faut revendiquer ça. Ne soyons pas. C'est ça. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Allez, ciao, ciao. Au revoir. C'est un plaisir.